frère a été malade pendant un bon moment. Et suite à cette maladie, il est décédé. On a quitté un confort qu'on avait naturellement pour vivre dans des conditions qui n'étaient pas forcément faciles pour des enfants. Il faut qu'on reste les bras serrés. Toujours soudés. Il faut qu'on reste soudés pour avancer ensemble. On n'a personne devant, on n'a personne derrière, on n'a que Dieu et elle. Donc il faut qu'on soit unis pour qu'on avance ensemble. On m'appelle, bonjour M. Ouattara, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez été retenu. Wow. J'ai crié comme un fou. Ah oui, j'ai des effets de surprise. J'ai crié comme un fou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission Leitmotiv, consacrée à un jeune chef d'entreprise dont l'histoire, faite d'acharnement, de patience et de réussite, pourra sans nul doute vous motiver pour vos projets. Monsieur Ouattara Parfait, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté de partager votre expérience avec nos téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle d'ailleurs que vous êtes le plus jeune des invités que nous ayons reçus sur le plateau de Leitmotiv et vous le méritez bien. Merci madame. Alors nous le disions dans la première partie de notre émission, vous connaissez un début de carrière dans une grande firme internationale et en 2011, vous et votre frère décidez d'acheter 500 taxis que vous vouliez offrir à votre mère. Malheureusement, un incident se passera notamment à Abidjan et vous obligera donc à réfléchir à deux fois sur ce projet que vous avez l'intention de faire avec votre frère. Racontez-nous. Bien évidemment, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, notre maman est clé pour nous, elle est tout pour nous. On a voulu lui offrir 500 taxis sur 10 ans, donc 50 taxis par an. Donc l'idée c'était de, en même temps créer de l'emploi, en même temps faire plaisir à notre mère qui avait toujours voulu avoir des taxis. Donc avec mon frère on a décidé de se cotiser. Moi j'allais faire un apport lui aussi et puis on allait acheter 50 taxis dans un premier temps. Et avec les bénéfices qu'on aura fait, on aura chaque année à acheter 50 autres taxis et en 10 ans ça fera 500 taxis qu'on aura donné à notre maman. En 2011, il y a malheureusement eu un incident dans un taxi. Un client a été tué. Ça nous a fait tic dans la tête. On s'est dit non, mais on ne veut pas acheter des taxis pour que des gens se fassent tuer. Tout à fait. Et on s'est dit pourquoi ne pas permettre à ce que le chauffeur et le client puissent savoir à qui ils ont affaire les uns les autres. Tout à fait. Que les prix soient connus à l'avance pour le client, pour le chauffeur aussi. Et éviter que les chauffeurs se promènent à vide. C'est là qu'on a commencé à travailler sur le projet. Et 3 ans et demi, 4 ans plus tard, on a réellement commencé. Alors vous décidez donc de prendre le temps pour non seulement réfléchir à une application pour sécuriser autant le client que le chauffeur, mais aussi de faire une étude de marché avant de vous lancer dans le grand bain. Faire une étude de marché et développer une application, ça demande beaucoup de moyens. Quels sont les moyens que vous aviez à cette période? À cette période, on travaillait sous fonds propres. Donc on travaille beaucoup plus avec, comme je dis tout à l'heure, des étudiants qui étaient disponibles pendant qu'ils étaient en vacances. On avait déjà rédigé le questionnaire. Mon frère a été à l'UNCA, donc il a travaillé beaucoup sur ce genre de points, là, les campagnes, les enquêtes. Donc il a rédigé les questions. Et moi j'ai trouvé des étudiants ici, c'était un peu comme un job de vacances pour eux. Donc ils se baladaient le matin, ils posaient des questions aux gens qu'ils rencontraient sur la route, des gens qui attendaient un taxi, qui attendaient un Woro ou un Baka. Donc ils cochaient, ils remplissaient en fait. Et chaque soir ils nous ramenaient les réponses. Et à côté de cela, on développait toujours. Donc en fonction des réponses collectées, on s'est rendu compte qu'en plus de 70% de ceux qu'on avait questionnés étaient prêts à utiliser l'application. Donc on s'est dit que ce ne serait pas mauvais de lancer. Alors quelque temps après, vous créez donc légalement votre entreprise. Vous commencez donc dans un garage, mais à ce moment-là, est-ce que vous étiez sûr que votre projet était viable? Après l'étude de marché qu'on avait effectuée, on s'est rendu compte que oui, il y avait des gens qui étaient prêts à utiliser l'application. Et donc, de façon concrète, est-ce que ça se passerait comme on avait écrit sur le papier? On ne savait rien. Oui, il fallait bien démarrer. Pour pouvoir voir où ça allait vous mener. Donc on a effectivement commencé dans le garage. C'était un truc entre copains. Donc on avait un petit frigo dans lequel il y avait des sucreries, il y avait aussi
tout y était pour qu'on se sente bien. On mangeait ensemble. Ah oui, parce que même si ensemble. vous étiez entre amis, c'était pas de l'amusement. Oui, c'était vraiment un truc sérieux. Vous étiez là pour des buts bien précis et pour avancer sur les projets que vous avez. Exactement. Ça n'a pas été facile, mais ça a été intéressant. Ouais, mais c'était les premiers sacrifices à faire aussi. Motivé, remonter, envie de faire bouger les choses positivement. Tout à fait. Comme très souvent, votre patience et votre persévérance ne vous trahissent pas. Vous êtes toujours récompensé par rapport aux efforts que vous faites et en plus, vous êtes quelqu'un qui positive beaucoup. À la suite d'un reportage sur une chaîne info internationale, le nombre de vos utilisateurs va exploser, au-delà même de vos prévisions. Comment est-ce que vous avez vécu ce premier succès inattendu? Vous savez, quand on a commencé, on s'est dit, à la fin de la première année, on serait entre 1000 ou 2000 personnes qui utiliseraient quotidiennement notre application. Parce que le leader au monde de ce genre d'outils-là a fait, après la première année, 3000 utilisateurs. Donc on s'est dit, bon, entre 1000 et 2000, c'est pas mal, c'est pas déconnant. Et comme vous le disiez tout à l'heure, après l'entretien de cette grande chaîne de télé, là, on est passé de, je crois, une centaine d'utilisateurs à plus de 3000 utilisateurs le même jour. Et franchement, on avait, comme on a l'habitude de le faire, d'avoir toujours la tête sur les épaules, de rester serein et de toujours chercher à pouvoir répondre à la demande des clients. Et c'est dans cette optique-là qu'on a continué à bosser, à travailler durement pour qu'on puisse davantage répondre à la demande et aussi créer de la valeur pour le chauffeur. Permettre au chauffeur de rouler moins mais de gagner plus et permettre aux clients de ne pas se fatiguer, aller au soleil pour chercher le chauffeur, de rester où il doit être pour recevoir, le chauffeur. Parce qu'il y a un truc qui est très contradictoire, c'est que les chauffeurs de taxi cherchent des clients dans une zone où il n'y a pas de clients et le client cherche un taxi dans une zone où il n'y a pas de taxi. Donc il y a une perte de temps quelque part. Exactement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on drive le chauffeur dans la zone où il y a des clients et on oriente le client dans une zone où il y a des chauffeurs. Donc finalement, oui, il y a un gain de temps. Tout est gagnant-gagnant. Oui, tout à fait. En gros, ça a été cette expérience-là, très intéressante. On était contents, mais on a toujours gardé la tête sur les épaules et on est tout en train de s'améliorer, de perfectionner ce qu'on fait, de professionnaliser davantage ce qu'on fait. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que votre application a été développée entièrement par de jeunes Ivoiriens, comme quoi nous avons ici des talents capables de réaliser les plus grands projets. Bien évidemment, je suis fier de le dire. J'ai fait tout mon cursus scolaire dans ce pays et dans des établissements publics. Lycée moderne de Port-Boué, école primaire de la Mer de l'Air, université de Cocody. J'ai été formé dans cette université. Rien ne me prédisposait forcément à faire ce que je fais aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai toujours été passionné par ce que je fais. Je suis toujours resté positif dans ce que je fais. On doit être fier de savoir que ici en Côte d'Ivoire, on a des gens qui sont capables. On a des talents, on a des gens super intelligents. Voilà, exactement. Donc je suis très content d'avoir pu développer cette application, pas que moi, mais avec toute mon équipe. Tout à fait. Alors, M. Ouattara, à 29 ans, chef d'entreprise de toute cette belle équipe, est-ce que ce n'est pas trop difficile d'avoir à gérer autant de monde? Combien avez-vous de personnel à votre actif? Là, actuellement, on a une centaine de personnes avec lesquelles on travaille. Donc, je ne dirais pas que c'est difficile, je dirais pas aussi que c'est facile. Je dirais qu'il faut toujours, avec les hommes, vous savez, il faut toujours trouver le bon milieu pour ne pas les frustrer. Parce que quelqu'un de frustré n'est pas productif. Tout à fait. Il faut trouver les bons mots pour ne pas les vexer. Il faut toujours leur montrer que ils comptent pour vous. Il faut toujours les mettre en avant. Exactement. Il faut toujours leur montrer qu'ils comptent pour vous. Ils sont nécessaires à l'entreprise. Exactement. Et même quand ils font quelque chose qui n'est pas bien fait, il faut trouver les mots pour ne pas les frustrer. Il faut savoir réprimander, il faut savoir comment l'approche à faire en fait. Exactement. Donc c'est passionnant franchement. Et tout le monde ici est vraiment content d'être là, on s'entend. Il n'y a pas de monsieur, ceci, non, on s'entend, on cause correctement, on se respecte. On est décontracté, on est relax, mais on est professionnel.
parents, mesdames et messieurs, ayant eu l'information par voie de presse du vol de fourniture scolaire dont vous avez été victime le mois dernier, et étant très touchés par cet acte de vandalisme, nous avons immédiatement pris l'initiative de faire un geste envers votre établissement pour marquer notre compassion et vous prêter assistance. L'occasion est belle, je dirais même bonne, parce que nous recevons dans notre milieu, peut-être l'occasion n'était pas très belle, puisqu'il a fallu que nous soyons l'objet de vol pour être enfin connus et fréquentés. Peu importe, il fallait bien une cause, et la cause, c'était le vol. Merci à la Fondation. Merci à la Fondation. Merci à la Fondation. Ainsi que toute la délégation composant, du moins accompagnant Madame la Présidente. Bassam vous est reconnaissant. Les autorités, par ma modeste voix, sont reconnaissantes de ce que vous venez poser à Boudran Bassam comme acte. Le matériel qui est derrière moi est suffisamment éloquent. Que dire d'autre qu'un simple petit mot? Merci. 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 FADP qui nous a offert ces nombreux documents pour nous permettre de continuer nos études arrangement. Nous vous promettons de bien étudier pour faire de bons résultats afin de faire plaisir à nos parents, à nos maîtres, à la nation ivoirienne. Je vous remercie. Give me love, oh. Now you the catch my shot. Je suis Monsieur Ouattara Nambolo Christophe. Je suis le responsable de la communication au niveau de l'enseignement préscolaire et primaire de Grand Bassam. La fondation est venue nous rendre visite parce qu'elle a appris que le groupe scolaire appelé municipalité a été victime de vol. Le vol est courant ici. Souvent, les vandalistes viennent la nuit pour casser nos portes et puis prendre les kits que l'État se vertue à offrir à nos élèves pour qu'ils fassent des études. Les enfants, lorsqu'on leur a dit qu'ils vont recevoir des kits, c'était une grande joie. Ils ont déjà reçu aujourd'hui le cadeau de Noël. Et vous avez vu l'engouement, l'enthousiasme depuis l'accueil jusqu'ici. C'est une grande joie. Nous aussi, nous sommes très heureux. Lorsque les enfants sont heureux, nous sommes heureux. Donc, d'avoir reçu ce que vous nous avez offert. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Mme Mombo Patricia. Je suis enseignante à l'école Ablé, en classe de CM1. Les enfants n'avaient pas de documents. Nous, les enseignants, même, on n'avait pas non plus de matériel didactique. Donc, ceci explique l'arrivée de l'ONG dans notre école. Mais c'est pas facile, on fait comme on peut. C'est-à-dire qu'on n'a plus de matériel même pour montrer aux enfants, surtout quand on veut leur apprendre les mesures de longueur. On n'en a plus. La chaîne d'apprentissage est partie. Pour peser, les poids à peser sont partis. On n'a même plus de cartes. Même pour montrer aux enfants les différentes régions de la Côte d'Ivoire, on n'a pas de cartes. C'est-à-dire qu'on n'a pas de support pédagogique. Un grand merci à l'ONG, un grand merci à Mme Kadra pour tout ce qu'elle fait avec son équipe. Et nous souhaiterons que les autres ONG, des gens de bonne volonté, puissent vraiment venir en aide à notre école. On a besoin de tables. Quand il pleut, l'école est inondée. C'est-à-dire que quand il y a les fortes pluies, à partir de juin, on ne va plus à l'école. Tout est fermé.
Et on souhaiterait que vraiment les gens nous viennent en aide et commencer par la clôture, la sécurité au niveau de l'école, c'est très important. Nous sommes ici dans le cadre d'un don par rapport à un article qu'on a vu dans un journal qui interpellait la population en nous disant que l'école primaire Abbé Frédéric de Grand-Bassam avait été victime d'un pillage, d'un braquage et qu'ils avaient emporté toutes les fournitures qui étaient donc destinées aux élèves de cet établissement. En tant que Fondation africaine pour la paix par le développement, je dirais qu'il n'y a pas de développement sans instruction ni éducation. Donc nous nous sommes sentis tout de suite interpellés justement et donc nous n'avons pas hésité à apporter notre compassion en offrant des dons, des cahiers, des craies, des règles, des poubelles. On fait un peu de tout à cette école justement pour que les enfants puissent justement commencer cette rentrée scolaire 2016-2017. Notre fonction première, je dirais, est d'aider justement toutes les personnes qui ont vraiment un besoin. Il n'y a pas de particularité pour aider son prochain. Je pense que là où on a besoin de nous, je pense qu'il faut qu'on y soit, tout simplement. De retour avec notre invité, M. Parfait Ouattara, pouvez-vous nous dire, malgré toutes ces années quand même d'expérience que vous avez, puisque là vous n'êtes plus à vos débuts, vous devez rencontrer encore quelques difficultés. Quelles sont les difficultés auxquelles vous vous frottez actuellement? Les plus grandes difficultés qu'on a démarrées, c'était de convaincre les chauffeurs de taxi à rejoindre notre plateforme. Ça ne s'est pas fait aussi facilement qu'on peut le penser, mais progressivement, les chauffeurs de taxi se sont rendus compte de l'impact que utiliser ce système-là pourrait avoir, aussi bien pour leur sécurité et pour leurs revenus. Oui, parce qu'au début, ils devaient vous prendre un peu pour des concurrents. Exactement. Avant de comprendre justement. Bien évidemment. Et on leur permet d'être beaucoup plus sérieux vis-à-vis des clients. Tout à fait. Et des clients de savoir à qui réellement ils ont affaire. Donc les prix sont connus d'avance, les prix ne sont pas fixés en fonction de la tête du client. Les prix sont connus d'avance aussi bien pour le client que pour le chauffeur. Les autres difficultés auxquelles on a été confrontés, c'est plus l'utilisation de l'application pour les chauffeurs, qui la plupart du temps ne sont pas forcément des gens qui sont allés à l'école, tout ça. Et nous, on se dit qu'on a un devoir quand même social vis-à-vis de ces personnes-là. Donc on leur permet de comprendre un peu comment marche la technologie. Pour ceux qui n'ont malheureusement pas eu la chance d'aller à l'école, on travaille avec une ONG qui leur apprend à lire et à écrire. On ne les classe pas. Et techniquement, le second problème, le second challenge qu'on a, c'est la connectivité. Les gens ont souvent du mal à se connecter à Internet parce qu'ils trouvent que c'est un peu cher. Bien sûr. Voilà, Parce que même si aujourd'hui, beaucoup de gens sont très connectés à une TIC, mais il reste encore une partie de la population qui ne l'est pas. Bien évidemment. On se voit très prochainement pouvoir déplacer, transporter tous ceux qui veulent se déplacer à Abidjan. Mais pour des gens qui n'ont pas Internet, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Donc on est tout en train de travailler là-dessus pour permettre à ce que le maximum de personnes puissent avoir accès à Internet et puissent nous utiliser. Alors, pour rappel, M. Ouattara, vous ne vous êtes pas arrêté uniquement au service. Vous formez au sein même de votre structure vos chauffeurs, c'est bien cela? Exactement. On forme, comme vous le disiez tout à l'heure, on forme nos chauffeurs. Aussi bien nos chauffeurs que les chauffeurs de taxi qui rejoignent notre plateforme. On croit profondément que pour être chauffeur, c'est pas seulement avoir un permis, mais après il y a différentes étapes, il y a différentes attitudes commerciales, il y a différentes manières de conduire qui permettent à un chauffeur de taxi de vraiment être professionnel. Par exemple, quelles sont les différentes priorités quand on arrive à un carrefour, pourquoi il faut respecter le feu rouge, pourquoi il ne faut pas conduire comme on veut. Donc en gros, on fait toute une série de formations sur différents modules pour permettre à ces chauffeurs-là d'être plus professionnels. Exactement. Donc le processus de recrutement, il est simple. Le chauffeur envoie son CV ou il envoie son CV, son permis de conduire, une copie, par mail ou il peut le déposer ici dans nos locaux. Et par la suite, il y a un entretien avec le chauffeur, on cherche à comprendre depuis quand il conduit, tout ça, machin. Et juste après,
ils sont directement envoyés dans un auto-école qui est partenaire avec nous, qui check avec le chauffeur, s'assurer qu'il connaît les feux, il connaît les priorités. Et après, ils passent à la conduite avec l'auto-école. Et dès que ça c'est validé, le directeur de l'auto-école m'envoie le nom, le prénom de tous ceux qu'il a sélectionnés, qui pensent être les chauffeurs qui peuvent rapidement intégrer la boîte. Et pour ceux qui n'ont pas été retenus, on les invite à aller se faire former, soit dans cette auto-école ou dans une auto-école de leur choix, en leur disant clairement, voilà, ce qu'on attend de vous. Parce qu'on veut retenir tout le monde. Bien sûr. Alors, quand on a connu la galère comme vous il y a quelques années, est-ce que le fait d'avoir aujourd'hui une entreprise qui se porte bien, qui marche quand même comme vous le souhaitez, même s'il y a toujours des petites choses à arranger, est-ce pour vous une vengeance sur la vie ou vous vous dites qu'il fallait passer par ces moments-là? Je dirais plutôt que je suis croyant, je suis très croyant, donc je crois que toutes les situations par lesquelles on passe, c'est pour notre bien. C'est pour nous permettre d'aller de l'avant. Je profite de chaque instant que j'ai, comme étant le dernier instant de ma vie. Donc, toutes ces difficultés qu'on a vécues, aujourd'hui, me servent à pouvoir gérer cette entreprise. Donc, je suis reconnaissant à Dieu de m'avoir fait passer par ces situations-là. Sinon, je pense pas que... Parce que peut-être que sans ces expériences-là, vous ne serez pas là où vous êtes, effectivement. Alors, pour terminer cette émission, quelles sont vos perspectives d'avenir? Bien évidemment, c'est de pouvoir couvrir jusqu'à 40% de déplacements ici à Abidjan, via notre plateforme. Former le maximum de chauffeurs et de taxis, de Woro et de Baka, à devenir des chauffeurs de taxi professionnels. Parce que c'est de cela dont le pays a besoin, des chauffeurs professionnels, ça nous permet d'éviter les accidents et tout ça. Et bien évidemment, aller à la conquête des autres villes de la Côte d'Ivoire. Vous, de toute façon, vu vos compétences et votre acharnement, je suis sûre que vous allez y arriver. Merci, alors, quels conseils pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui nous regardent actuellement et qui vivent dans des conditions souvent très difficiles, mais qui rêvent quand même de réussir? Le conseil que je peux donner à tous vos téléspectateurs, il est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de toujours croire en ce qu'on fait et de toujours faire ce qu'on aime. De ne pas faire des choses juste pour faire plaisir à quelqu'un. Par dépit. Ouais. Il faut faire ce qu'on aime. Il faut vraiment faire ce qu'on aime. Parce que quand on fait ce qu'on aime, on n'attend pas forcément de l'argent. Et on se donne à fond. On se donne à fond. On le fait avec tout le cœur. Tout à fait. On est vraiment motivé. Et le deuxième conseil que je peux leur donner, c'est de ne pas oublier la place centrale que Dieu peut occuper dans leur cœur et que leurs parents doivent occuper dans leur cœur. Il faut qu'ils toujours se rappellent de donner la place à Dieu et à leurs parents dans leur cœur. Et aussi, il faut qu'ils acceptent d'apprendre. Il faut qu'ils acceptent d'apprendre, de se documenter, de lire, de vraiment se documenter. Voilà, c'est le conseil que je peux leur donner. Merci M. Ouattara d'avoir pris de votre temps pour nous raconter votre histoire. Nous vous souhaitons le meilleur dans votre carrière et encore une fois félicitations pour tout ce que vous avez déjà accompli. Merci. Mesdames et messieurs, quant à nous, c'est ici que nous nous disons au revoir. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv et d'ici là, que Dieu vous garde.